Allez, c'est parti pour l'After Mercato. On commence évidemment par le club le plus actif, bien sûr, sur le marché des transferts. C'est l'Olympique de Marseille avec des arrivées. Peut-être première alerte, parce que c'est officiel. C'est un départ. C'est celui d'Ulysse Garcia. Ah oui, toi tu parles de départ. Moi je pensais que tu allais parler des arrivées. Mais d'accord, Ulysse Garcia qui est prêté. On vient de le voir sur le compte Twitter de Sassuolo. C'est Sassuolo, il est sur la tablette si vous voulez, si vous pouvez l'afficher. Il est arrivé en plus. Alors ça c'est Imad Abdelli, mais c'est parce que c'est ma tablette. Mais ça c'est la tablette de Lolo, ouais. Ulysse Garcia, il est pas beau, regarde avec son maillot. Le vert lui va. Il est canon. Moi j'adore ce maillot. Il est arrivé à l'aéroport de Sassuolo, donc là c'est officiel, mais avec Daryl Bacola qui lui devrait être carrément transféré. On parle d'une dizaine de millions d'euros en tout, 12 millions à peu près pour Daryl Bacola. Ulysse Garcia, lui, c'est un prêt avec option d'achat. Notre correspondant à Marseille, Florent Germain, est avec nous. La journée a été longue pour Flo. Salut Flo. Salut Jérôme. Je dirais même que la journée ne fait que commencer. Oui. Ou presque. Et en fait, quand je dis que la journée a été longue, Flo, pour Loïc et Rémi. En fait, c'est la saison qui est longue pour toi. Tellement il se passe des choses dans ton club. Ouais, bon, écoute. Faudra faire un bilan à la fin de la saison, mais je pense qu'elle sera dans le top 3 des saisons les plus folles et peut-être les plus épuisantes. Ça, c'est pas faux. Parce que ça a commencé très fort avec l'affaire Rabiot. Enfin, l'affaire Jonathan Rowe, Adrien Rabiot et du coup le transfert. Et honnêtement, ce club ne nous déçoit plus à ce niveau-là par rapport à sa capacité à nous inventer des feuilletons. Donc, on est presque plus surpris. Bon, vous avez des questions pour Flo sur le chat, n'hésitez pas. On commence évidemment par moi j'en ai une Rémi, bien pour Flo. Salut Flo. Juste, je sais pas si tu as vu la double info qu'il y a avec l'arrivée de Imad Abdelli et la vidéo publiée par l'OM. Il portera le numéro 8. Le numéro 8 qui est la propriété à la base d'Angel Gomez à Marseille. Donc peut-être qu'il y a une double info en une. Ouais, bon, déjà, ça nous confirme que Angel Gomez va être prêté pour avoir plus de temps de jeu, disait Roberto De Zerbi. J'ai retenu cette petite phrase de la presse parce que au-delà en prêt à après, je crois que c'est pas officiel pour Angel Gomez. Non, pas du tout. C'est pas encore tout à fait officiel. Le fait qu'il prenne son numéro et le fait que Roberto De Zerbi en parle ouvertement tout à l'heure en conf de presse, c'est quand même un signe. Donc oui, tu as raison, il y a une double info dans ce petit numéro. C'est pas une surprise dans le sens où Abdelli, on sait qu'il était suivi par l'OM depuis quelques temps. Bon, il est arrivé ce matin vers 9h à l'aéroport, il a confirmé que lui c'était sa priorité de jouer à l'OM. On peut le croire, parce que à tel point que quand il évoquait avec Alexandre Dujeu son d'esprit, il avait qu'il était ailleurs, qu'il avait la tête ailleurs, et donc qu'il jouait pas du coup avec le SCO pour cette raison. Donc Abdelli, c'est un bon dénouement pour l'OM. Après, ça s'inscrit effectivement dans un contexte, tu l'as bien présenté Jérôme, où il y a encore beaucoup de mouvements. Ça peut là aussi surprendre, surtout qu'il y a 3 jours, on peut 4 tout jours lister, en Flo. conférence de presse. Oui, on peut. Vas-y, faites-vous plaisir. On a ou pas? Alors on a les noms qui s'affichent. Alors je t'avoue que ta connexion est pas totalement clean, mon cher Flo, donc ça coupe un petit peu quand tu parles. Ce que je te propose, c'est de te reconnecter, comme ça on espère avoir une meilleure connexion. Et nous, pendant ce temps-là, on va dérouler les noms des joueurs qui ont signé déjà dans le sens des arrivées. Rémi, peut-être. Alors pour ce mercato hivernal, il y a Quinten Timber qui arrive. Il est acheté pour, il me semble, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, pour 4,5 millions d'euros. Il était en fin de contrat au Feyenoord et il arrive, il a signé 4 ans et demi avec l'Olympique de Marseille. Il y a aussi Nwaneri qui lui est prêté sans option d'achat. C'est un prêt sec, mais un prêt payant de 1,5 million d'euros, et j'arrive pas à voir la suite. Abdelli, 2 millions et demi. Abdelli, merci. Imad Abdelli pour 2 millions et demi, avec apparemment des clauses assez étonnantes, si on en croit certaines rumeurs, avec notamment pourquoi pas une option à, je crois, c'est 700 000 euros en cas de victoire. Un bonus, de 700 000 euros, parce que 700 millions, ça fait beaucoup. Oui, mais... 700 000 euros en cas de victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, sachant qu'ils viennent d'être éliminés mercredi dernier. Donc probabilité, tu pouvais même mettre 700 milliards. De toute façon, on sait jamais, peut-être que la saison prochaine, s'ils se qualifient, on sait jamais.
Donc 3 arrivées pour l'instant entérinées. On attend encore l'officialisation de Nadi. On va en redire un mot dans un instant, le Nigérian. Et dans le sens des départs, c'est encore plus impressionnant. Oui, puisque Robinho Vaz est parti à l'AS Roma pour 22 millions d'euros déjà. Paul Lirola est parti libre en Italie aussi. Et puis Neil Maupay est lui prêté avec option d'achat au FC Séville, une option d'achat qui s'élève à 5 millions d'euros. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais j'ai pas les feuilles. Alors pourtant que je pensais les avoir. Alors, mais de toute façon, t'as tout en tête, non ? Non, parce qu'avec l'Olympique de Marseille, on sait jamais, mais tout va bien. On ajoute Ulysse Garcia, parce que maintenant c'est officiel. Ulysse Garcia en prêt, pardon, effectivement. On attend l'officialisation donc pour Angel Gomez et pour Daryl Bacola. Daryl Bacola à Sassuolo aussi, donc avec Ulysse Garcia. Mais Daryl Bacola, on parle d'une indemnité de transfert de 12 millions d'euros. Et on attend également la confirmation du retour de prêt de Matt O'Reilly. À Brighton. Ouais, parce qu'il était prêté avec option d'achat d'ailleurs à l'Olympique de Marseille. Mais comme l'a dit Roberto De Zerbi, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés en transfert. Donc du coup, les joueurs en prêt, on va dire, on les met de côté. Donc on les renvoie dans leur bergerie, qui est pour le coup Brighton. Hop, breaking news, les amis. J'étais sur la fête foraine, tu sais. Un petit peu. Allez, venez. T'as des churros ou pas ? Je mange jamais des churros, moi. Ah si, j'adore ça. J'en mange quand je vais à la fête foraine. Mangerais bien moi aussi. Heureusement, j'y vais pas trop souvent. C'est pour le summer body, tout ça. On reste du côté de Sassuolo et du côté de Marseille, puisque Sassuolo vient de tweeter: Ismaël Koné est acquis à titre définitif en provenance de l'Olympique de Marseille. Donc c'est officiel. Ismaël Koné ne reviendra pas du côté de l'OM. Il va rester à Sassuolo pour essayer de défendre la place du club en Serie A. Encore un qui était resté 6 mois à l'OM et qui avait vite été prié de faire ses valises. Ouais, mais pour le coup, il fonctionne plutôt pas mal en Italie cette saison. Alors c'est vrai qu'avec l'OM ça avait été compliqué. Son premier match à Sassuolo, il avait eu un carton rouge d'ailleurs, donc c'était pas les meilleurs débuts, mais il est en train de se rattraper. On comprend peut-être mieux maintenant pourquoi Sassuolo veut le garder. Sassuolo qui devient la réserve de l'Olympique de Marseille, avec maintenant quasiment 3 joueurs quasiment de l'Olympique de Marseille dans son effectif. Une dizaine de mouvements donc au total à l'Olympique de Marseille. Un mot peut-être, Imad Abdelli, on en a déjà parlé dans l'After Mercato, mais juste un petit mot sur sa saison. On avait également une discussion, moi j'avais eu la possibilité de parler avec Jean-Michel Badiane, qui a été son entraîneur, l'entraîneur adjoint du SCO la saison dernière. Donc il a eu Imad Abdelli et il nous disait qu'il avait la personnalité pour s'imposer à l'OM. Moi la question que je me pose c'est, mais quelle va être sa place dans la hiérarchie ? Parce qu'avec Kondogbia, avec Højbjerg, avec maintenant Timber, ça fait quand même beaucoup de milieu de terrain du côté marseillais. Vermeeren est toujours là, il n'est pas parti. Voilà, je me pose la question de son temps de jeu en fait. Il pourrait intégrer une sorte de rotation, parce que déjà il peut jouer à plusieurs postes. Cette saison il a disputé 13 matchs, c'était le 13e joueur le plus utilisé par Alexandre Dujeu à Angers, seulement 2 petits buts, mais il faut rappeler qu'il a été blessé au dos en début de saison et qu'il n'a pu jouer de match officiel depuis son dernier match avec la sélection algérienne face au Nigeria. C'était en quart de finale, c'était le 10 janvier dernier. Donc on va voir dans quelles conditions déjà physiques il va arriver à l'Olympique de Marseille, même si c'est peut-être l'histoire de quelques jours, parce qu'il a quand même été joué en réserve avec Angers. Maintenant il peut jouer au poste de numéro 10 qui fait tant défaut à l'OM cette saison. Il peut aussi jouer en double 6. Je te voyais faire lever le doigt comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On peut refaire une petite pip. On en reparlera tout à l'heure, peut-être, si on a le temps d'ailleurs, qui concerne Strasbourg. Strasbourg, je vais vous l'afficher sur mon petit iPad, si j'y arrive, qui a prêté Saïdou Sow au Clermont Foot. On rappelle qu'ils sont 70 sous contrat à peu près du côté de Strasbourg. Donc il va finir, Saïdou Sow va finir la saison à Clermont en deuxième division. On attend aussi du côté de Strasbourg peut-être l'officialisation de David Datro Fofana, si je dis pas de bêtises, qui devrait arriver normalement dans la soirée. Bon, on a retrouvé Flo qui a réussi à se reconnecter. Tu nous entends, Flo ? Ouais, je vous entends. J'espère que la connexion sera meilleure. Ouais, la connexion est beaucoup plus stable. Alors, on voulait te montrer ces chiffres qui sont assez éloquents depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la présidence de l'OM, donc à l'été 2021, avec donc désormais les mouvements entérinés de l'été, de cet hiver. On dépasse les 150 mouvements. Alors, j'entends par mouvement signature de joueurs libres, prêts
et transferts, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On dépasse donc désormais les 150 mouvements, sachant que cette année, donc on le voit, le décompte, donc 2024-2025, saison passée, on était à 32, 27 celle d'avant, 33 en 2022-2023, 28 mouvements en 2021-2022, et cette année, donc on va afficher 2025-2026, on était à 30. Je parle sous le contrôle de Brian qui est en régie. C'est quoi? C'est à l'issue de l'été ou c'est hiver inclus? Ah, il me dit que c'est que l'été. Je pensais que c'était avec certains. C'est que l'été, ça. Ah, c'est que l'été, ça. Donc t'imagines, ça veut dire qu'on va battre un record en fait de nos mouvements cette saison, Flo. Après, faut juste faire attention à quelque chose, c'est que dans les tableaux récapitulatifs en général, on intègre aussi des joueurs qui ont en fait quitté l'OM il y a beaucoup plus d'un an, il y a 2 ans, mais dont le transfert a été quelque part validé par un prêt avec option d'achat, donc décalé d'un an. Donc on peut avoir la sensation qu'en fait il y a là 16 joueurs qui sont partis de l'OM, sauf que on compte des joueurs qui avaient déjà quitté Marseille de l'effectif de l'OM un an auparavant. Donc c'est juste ça, et de la même manière, si l'OM fait autant de transferts, c'est parce que souvent, il y a différentes raisons. Déjà il y a le sportif. C'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup trop de transferts à l'OM, de toute façon c'est indéniable, c'est même plus un débat en fait. Je pense que même Roberto De Zerbi, alors que il est partie prenante aussi des transferts avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria jusqu'à preuve du contraire, ils sont quand même en discussion, ils font le point sur les besoins de l'entraîneur. Lui-même a reconnu vendredi que l'OM ne pouvait pas progresser avec cette instabilité. Donc au moins il y a quand même une prise de conscience. Tiens, tu veux qu'on l'écoute justement, Flo? Parce que c'était c'est un moment fort, je pense, de la saison marseillaise. C'est la première fois que De Zerbi, quelque part, jette un pavé une pierre dans le jardin de ses dirigeants, pour leur dire, bon les gars, ça serait peut-être bien qu'on se calme un petit peu. Hein. Il est dans le jardin aussi. Allez, on l'écoute. C'était donc vendredi à la veille du match face au Paris Football Club. A proposito di questo, io penso che l'OM, c'est une grande équipe, selon moi, mais qui joue avec des joueurs qui sont ensemble depuis trop peu de temps. Assez de temps, voilà, donc c'est une équipe qui a besoin de temps et de connaissances des joueurs pour pouvoir devenir grande. Il y a toujours 6-7 changements toutes les saisons, forcément, s'il y a une chasse aux sorcières entre guillemets et qu'on a toujours un changement dans l'effectif, forcément c'est dur d'être compétitif. Après c'est selon moi ce qui est nécessaire pour ce que mérite et ce que veut Marseille. C'est pas une excuse, mais une grande équipe, ça se construit avec une connaissance totale qu'ont les joueurs des uns des autres, avec de la cohésion. Cet été, on a changé 12 joueurs à peu près. Là, on a aussi Timber, Nwaneri qui arrivent, qui sont 2 grands joueurs. Et mettendo dentro anche Timber e Nwaneri adesso, che sono 2 altri grandi giocatori. Ça s'arrête pas, ça commence fort. On va parler d'un ancien Marseillais. Je fais juste une petite parenthèse rapide avant de rendre la parole à Flo. Bounassar, qui était sans club depuis 6 mois, s'est engagé avec le FC Metz, club qu'il avait quitté il y a 11 ans. Déjà, ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. On a vu l'indiscrétion avec Bernard Serin dans l'After FC au mois de décembre. Hein. Il s'entraînait déjà à l'époque et on se doutait que ça allait se passer. On salue Bouna d'ailleurs, qui était au 125 ans de l'OM. Qui a joué donc à l'OM évidemment. Et la petite vidéo est sympa parce qu'il a mis son maillot de l'époque pour le changer avec le maillot de cette saison du FC Metz. Ça c'est sympa. Et autre petite info pour compléter ce qu'on a dit sur Ismaël Koné, qui dont l'option a été levée par Sassuolo, ça va rapporter à peu près 13 millions d'euros à l'OM. C'était la clause qui était convenue. Donc voilà, il y aura un peu de sous dans les poches. Ça fera du bien évidemment aux finances de l'Olympique de Marseille. Et c'était, il me semble, le prix d'achat que l'OM avait payé à Watford pour le faire venir. Donc voilà, opération blanche. Voilà, exactement. Quand il parle de chasse aux sorcières, Flo, c'est quand même une expression assez forte qu'il utilise quand il dit finalement qu'on ne fait pas confiance aux joueurs assez longtemps, Roberto De Zerbi. C'est la première fois qu'il emploie ces termes-là. Comment ça a été perçu par l'état-major marseillais, par Mehdi Benatia et par Pablo Longoria ? Honnêtement, je pense que s'il le dit, sauf si je suis naïf, c'est qu'ils en ont parlé la veille
lors de cette fameuse réunion à Rambouillet, puisqu'ils étaient au Vert dans la région parisienne et qu'ils s'entraînaient à Clairefontaine. Ils ont fait cet examen de conscience ensemble, et peut-être que c'est pour ça que je disais que Roberto De Zerbi est dans le jardin, s'il jette une pierre dans le jardin de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, c'est que tous les trois, si vous voulez, à un moment donné, on peut pas non plus dire tout et son contraire. Ça fait 1 an et demi que Roberto De Zerbi est arrivé, et ça fait 1 an et demi que Mehdi Benatia, que ce soit en interview ou moi quand j'ai pu avoir des discussions un peu plus privées avec lui, disait il y a un truc sur lequel faudra jamais essayer de nous piéger, c'est que quand un joueur arrive à l'OM, il est validé par le trio et évidemment par le propriétaire. Donc si tu veux, moi j'en suis convaincu, et donc ça veut dire que ce constat-là qu'un joueur n'est pas fait pour l'OM, si au bout de 5 mois les dirigeants le vendent, c'est que Roberto De Zerbi il a donné son feu vert, ou qu'il a pas voulu le faire jouer, et que quelque part il est aussi partie prenante de cette stratégie-là. Quand il parle de chasse aux sorcières le vendredi, et que le dimanche il décide de mettre à l'écart Amir Murillo, le transférer ce sera un peu compliqué avant la fin du mercato, mais c'est lui aussi qui personne l'a obligé à titulariser Murillo face à Liverpool ou Bruges très récemment pour des matchs très très importants. Donc ce double discours là peut aussi un peu surprendre, même si faut pas y voir non plus que le côté négatif. Quand on fait, honnêtement, il y a quelques jours, j'allais presque, pour être honnête et parler un peu de notre métier en coulisses, j'allais presque proposer un sujet sur le bon mercato de l'OM dans le sens des départs, parce que Marseille a su se séparer de joueurs dont pour certains on avait oublié qu'ils étaient à l'entraînement. C'est-à-dire que des Ruben Blanco, des Lirola, des Mougueux, etc. Moi des fois, tellement pris par notre quotidien, ça m'arrivait de me poser la question, mais il est où Mougueux au fait? Donc en fait, si vous voulez, il y avait quand même un bon mercato pour une fois, pour alléger la masse salariale, pour se libérer d'un effectif qui était parfois trop imposant, etc. C'est vrai que quand on ajoute Angel Gomez, O'Reilly, Bacola en plus de Vaz, certains se disaient si Bacola reste, Vaz 22 millions on peut le comprendre, mais Bacola il a un gros potentiel, lui aussi part. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je suis pas persuadé que dans la liste des joueurs qui vont partir, il y en ait plus de 1 ou 2 que les supporters marseillais regretteront dans quelques années en fait, parce qu'au final ce sont des joueurs en constat d'échec pour la plupart qui sont partis. Flo, est-ce que la non-qualification en barrage de Ligue des Champions aussi a changé un petit peu le mercato? Parce que moi, je le vois aussi un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de joueurs dans l'effectif, des joueurs prêtés avec option d'achat. Le fait qu'il va y avoir des matchs en moins, alors notamment par rapport à la Coupe d'Europe, où il s'agissait de 2 matchs de barrage potentiels avec une qualification ensuite, mais bon, ça pouvait être au cas par cas. J'ai l'impression que l'OM, c'est aussi se dire, va y avoir moins de matchs à jouer, donc on aura besoin de moins de joueurs, donc du coup, le temps de jeu va être plus réduit, et certains devraient partir plutôt que de les garder entre guillemets pour rien. Écoute, la question se pose, mais pour moi non. Je pense que si l'OM avait été en barrage, Bacola était sur le départ, Angel Gomez avait besoin de temps de jeu, il ne jouait plus, donc il avait un avenir qui était un peu bouché. O'Reilly, pour moi, ça reste un mystère. Il a fait parfois quelques bonnes apparitions, mais honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi on nous avait quelque part vendu Matt O'Reilly comme un joueur avec une immense qualité technique, de vision du jeu, une maturité tactique importante. C'est parfois ce qui nous a été dit. Il a été, par rapport à ce qu'on nous avait décrit, très décevant sur ces 6 mois. Il a disparu des radars. Donc honnêtement, je pense pas qu'une double confrontation, un barrage, un éventuel 8e, ça aurait changé la donne en termes de profondeur d'effectif. Après, tu as raison, c'est vrai que l'élimination, je pense, a été un tel fiasco que l'OM a besoin de 2 manières de créer un électrochoc. Le cas Murillo sert d'exemple, très clairement. C'est un message envoyé aux autres aussi, en disant ceux qui sont pas dans l'état d'esprit, ceux qui n'ont pas faim, pour reprendre les termes de De Zerbi, même si on peut en discuter, honnêtement, Amir Murillo, la saison passée, il était quand même décrit comme un joueur presque exemplaire dans le vestiaire par son investissement. Donc message par rapport au cas Murillo. Et puis suite à l'élimination pour
revenir à ta question, très clairement créer un électrochoc aussi par le mercato. Dire bon allez, on va pas, le coach reste, mais par contre on va un peu bouger les lignes de l'effectif, surtout dans un secteur qui au final, pour moi le grand enseignement de ce mercato, c'est que le milieu de terrain a été un échec total après le départ d'Adrien Rabiot. C'est très clair. Adrien Rabiot est parti. Il y a eu O'Reilly, il y a eu Angel Gomez avait déjà été recruté. Vermeeren, au final, on voit bien que c'est compliqué. On n'a pas su remplacer Adrien Rabiot et Valentin Rongier. Enfin, très clairement, le milieu de terrain, le recrutement au milieu de terrain l'été dernier a été un échec. Et du coup, c'est vrai qu'à Marseille, on ne s'en cache pas. Les dirigeants disent aucun scrupule. Quand on sent qu'au bout de 5-6 mois, le joueur ne fait pas l'affaire sportivement, dans le caractère, ne s'adapte pas à la pression de l'OM, on prend une décision rapide. C'est vrai que ça peut être surprenant quand on sort les chiffres là qui sont quand même éloquents, mais c'est vrai que c'est assumé. Ouais, et puis ce qui est d'autant plus déstabilisant en fait, c'est de se dire ça veut dire qu'ils se sont trompés quelque part. Et comme ils choisissent à 3, c'est-à-dire que les 3 se sont trompés sportivement sur le profil du joueur et surtout sur la qualité psychologique, la capacité à absorber la pression du Vélodrome. Et c'est pas la première fois. On en parlait avec Ismaël Koné qui est donc transféré définitivement, donc désormais à Sassuolo avec une belle option d'achat qui va rapporter donc 13 millions d'euros à l'OM. C'est pas rien vu le contexte, y compris d'ailleurs à Marseille. Mais c'est vrai que ça interroge sur les processus de recrutement et sur la qualité de l'enquête psychologique qui peut être faite par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Après, juste pour... je te laisse la parole, Flo, mais juste, on en a déjà parlé dans l'After Marseille, mais c'est vrai que quand une recrue signe à l'OM, il y a un peu cet effet waouh où tu signes à l'OM avec la ferveur, avec justement le Vélodrome qui t'attend. Tu le sais, ça. Oui, tu le sais, mais le problème, c'est que tu vas faire un bon match dès le début, un peu à l'image de Benjamin Pavard, qui connaît en plus la pression, parce qu'il a joué dans des grands clubs. Et derrière, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de mou dans l'adaptation, dans le rythme, dans la gestion justement des émotions, parce que en fait, tu arrives avec plein d'envie. Et puis après, il y a un petit peu le deuxième match avec l'Olympique de Marseille qui est généralement le plus difficile parce qu'il faut prouver ce qu'on a fait au premier match. Et c'est là où ça devient compliqué. Pour Bacola, ça y est, c'est... Eh ouais. On peut rien te cacher, Jérôme. C'est magnifique. Et oui, Daryl Bacola qui a été officialisé il y a 5 minutes par Sassuolo. J'étais en train de rechercher le prix, voir s'il avait été spécifié. Je sais pas si Flo a une petite idée du montant payé par Sassuolo. 10, non ? Pour Bacola. 10. Normalement, c'est un peu plus de 10 et des bonus qui peuvent même aller au-delà de 12. Des bonus aussi conditionnés à la finale et la victoire en Ligue des Champions. Ouais, d'ailleurs, ça fait partie des bonus facilement accessibles, victoire en C1 pour l'OM. Non, mais normalement, les bonus facilement accessibles font que l'opération va monter à 12. Normalement, très facilement, j'ai pas les détails, et que ça peut être au-delà selon des bonus plus compliqués à obtenir. Flo, excuse-moi, je te prends peut-être au dépourvu. Je te prends peut-être au dépourvu, mais tu sais si Abdelli pourra jouer demain en Coupe de France ou pas ? Normalement, non. D'accord, ok. Normalement, non. Ouais, ça fait tôt pour jouer. Moi, j'ai une question provoque, Flo. Si j'avais été dirigeant de l'OM cet hiver, j'aurais presque cherché un gardien, non ? Parce qu'en ce moment, Geronimo Rulli, c'est quand même très compliqué, non ? Ouais, ou alors tu avais un gardien sous la main qui s'appelle Jeffrey Delange et qu'on décrit comme un bon gardien qui au quotidien est en plus un bon partenaire, et au final c'est vrai qu'il a assez peu de temps de jeu. Il jouera demain. Je pense que oui, il va jouer parce que la Coupe de France normalement c'est pour lui. Donc effectivement il va jouer contre Rennes. C'est vrai que moi je suis un peu surpris que Roberto De Zerbi ne l'ait pas lancé plus tôt. Très clairement, s'il fait un bon match contre Rennes, je vois pas comment il pourrait le sortir, même si c'est le PSG qui arrive dimanche et que c'est une affiche particulière. Mais ça veut dire qu'il y a un statut, et ça veut dire que c'est bien de faire confiance à un gardien, et je sais que vous en parlez parfois aussi de ce sujet-là avec des spécialistes du poste, et que beaucoup préfèrent qu'un gardien soit installé numéro 1. Mais au final, honnêtement, c'est criant que Geronimo Rulli, depuis le mois de décembre, c'est plus le même. Et donc, c'est pas très grave de le laisser souffler 2-3 matchs. À moins qu'il y ait cette peur que son concurrent soit meilleur, et qu'après tu te mettes à devoir gérer un dossier
et d'avoir une petite épine dans le pied. Bah, justement, demain, c'est le cas. Je pense que s'il fait un bon match, Jeffrey DeLong, à mon avis, il peut s'installer titulaire. Super Flo, merci beaucoup, bon courage, bonne soirée, tiens le coup, on est avec toi. Merci. Oui, ça marche. Bisous Flo. Salut Flo. Bisous Flo, salut.